Allez, ça va bien se passer, on est chaud patate, ouais. Ouais, comme ça. Et pour l'occasion... C'est un pouvoir, la tisane? Oui, mon générique préféré. On lève les mains. Et on boit une bière. On fait des petits moulis-moulés avec des Hein petits poignets. Ouais. Je vous entends. C'était quoi t'as dit? Ça donne pas envie d'aller en camping. Ça. Putain, il y a un géo du Club Med avec nous là. Ouais, mais tout seul. Géo tout seul, c'est Géo trouve tout, quoi. Ah, souvent, ouais, souvent ils sont un peu tout seuls. Bon, C'est faux. mais moi, je ne suis pas tout seul. Merci pour cette perche, vachement bien. Puisque je suis accompagné de mes 3 alcooliques préférés, fidèles. J'ai bien dit alcooliques. Avec Olivier. Oui, bonsoir tout le monde. On a Mathieu, il dit qu'il boit de la tisane, mais bon, on sait très bien que c'est pas ça. J'ai mis un petit peu de rhum au fond, c'est pour ça. Voilà. Bonsoir. Et Elodie, Irish tisane. Bonsoir. qui elle, ne boit plus rien. Si j'ai de la tisane. Voilà. Oh punaise, mais... Ah bah voilà, je suis pas tout seul. Voilà, il y a plus Une critique. que 2 alcooliques. Et j'en suis 50%. Bon. Ce soir, on va vous parler d'un pilote qui n'a pas été plus loin que le pilote. Réellement, j'ai bien vérifié. C'est maintenant devenu un TV movie. Qui s'appelle The World Beyond, qui date de 78. Mine de rien, c'était un beau nanar. On va vous en reparler. On aura de l'actu et des recommandations. Je pense que si je regarde tout ça, c'est de la recommandation qui va aller de l'humour à plus ou moins humour à pas du tout humoristique. C'est une bonne description. C'est ça, hein? Je ne me C'est trompe ça. pas? Bon. Ouais. Ok. Et on n'est pas sponsorisé, mais j'ai des Dravigibus bleus. Voilà. Oh la chance, tu m'en passes. Comme ça, j'ai la langue. Ah, bleu. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est dommage. vous loupez cette langue bleue. Est-ce que vous allez bien tous les trois? Oui. Bon, ça va. Oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Allez, Non. Club Med. C'est ça, c'est ça que j'attendais, c'est que le... Sortez les bouées. J'ai eu peur, putain. Sortez les boobs. Boobs on the moon. Non, les boobs ils sont sur la lune donc. Voilà. On va passer directement à l'actualité. Alors, dans l'actu, comme ça, en plus de ça, on fait une petite transition. Désolé, j'ai qu'une seule actu, donc je te passe la parole après Mathieu. Mais avant de commencer, Je connais pas la transition, je me disais mais quel est le lien, je ne vois plus, je suis tout perdu. c'est les Boobs on the Moon. Alors, comment dire? Donc, Boobs on the Moon, c'est Space Force. Space Force qui est arrivé depuis une semaine sur Netflix. Et donc, Space Force, de quoi ça parle? Ça parle de la Space Force, la fameuse qui a été demandée par Donald Trump. Mais il y a un petit truc qui est assez rigolo, c'est que la force militaire pourrait perdre la marque déposée Space Force par rapport à la série Netflix. Karma. Et quand on connaît la série, on se dit, ils sont tellement on point, c'est parfait. Donc voilà, donc ici, comme la série a été la première à se lancer sous le nom, légalement, c'est elle qui a le droit d'utiliser le nom. Parce qu'on va avoir droit à un Space Force Great Again de déposer bientôt, tu vois. Et donc, ça fait donc 2 ans à peu près que ça a été lancé, hein, cette United States Space Force. Enfin, ça a été annoncé il y a 2 ans, et il n'a pas encore été utilisé du tout. En fait, voilà, il y a rien derrière, c'est juste un nom qui a été lancé comme ça, un projet. Mais depuis le 29 mai, il y a Space Force, donc la série de Greg Daniels et donc Steve Carell, qui est sorti avant. Donc voilà, selon les lois en vigueur aux États-Unis, c'est le premier qui l'utilise, qui a les droits. Et comme en plus de ça, les avocats de l'armée américaine n'ont quasiment rien fait pour sécuriser ce nom-là en se disant bon, personne va l'utiliser.
En fait, non, voilà, il y a rien. Donc Netflix a fait, ok, moi je dépose le nom pour dans plusieurs pays. Parce que moi je dépose le nom de mon application. Voilà, donc sans le vouloir, en l'ayant voulu, je sais pas vraiment exactement. Toujours est-il que bon, maintenant je pense que ça va pas rester tel quel, hein. Il va y avoir un peu de bagarre d'avocats. Ou alors c'est peut-être que la version réelle s'appellera The Real Space Force ou Space Force Great Again, comme tu disais. Donc je sais pas en fait. Space Force underscore, voilà, comme sur Twitter. C'est n'importe quoi. Bonjour Azerty. Alors, ensuite, Mathieu, tu peux par contre reprendre la parole maintenant. C'était la seule actu que j'avais parce qu'elle était quand même très drôle et en rapport avec ce qu'on va parler plus tard. Oui, alors, moi je vais vous parler juste de casting aujourd'hui. Donc on a appris que finalement, Batwoman, qui était jouée par Ruby Rose, qui est partie il y a 2 semaines de la série, ne sera pas recasté, mais il y aura un nouveau personnage. Donc ce nouveau personnage s'appellera Ryan Wilder. Il reprendra le flambeau de Batwoman. J'ai cru que tu allais dire Ryan Reynolds. Ça serait tellement bien. C'est bien, lui. Il fait du jean. Sérieusement. C'est tout à son honneur. Et donc ce personnage est décrit comme une ancienne addicte lesbienne assumée vivant dans son van et aussi dangereuse qu'indisciplinée. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Moi je ne regarde pas Batwoman. Mais bon, voilà, vous avez des petites nouvelles. Ce sera le nouvel épisode bimensuel, le casting de Batwoman. Ensuite, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Hartley Sawyer, qui incarnait Ralph Dibny dans The Flash depuis 3 saisons, il a été viré. Et oui. Pauvre choupinou, je ne sais pas, parce qu'il a été viré pour des posts racistes et misogynes qui ont refait surface récemment. Ah bah tiens. Tiens, pour changer. Donc bye bye. Je continue avec Manny Jacinto. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Merci. Donc Manny Jacinto, Jason Mendoza dans The Good Place, notre bébé, qui rejoint Melissa McCarthy et Nicole Kidman. Kidman. Pas Kidnan. Kidnappé. Parce qu'elle fait le Winnet, elle fait des nanes. Fait des nanes. C'est bon les nanes. Des petits nanes. Donc Manny Jacinto rejoint Nine Perfect Strangers, qui sera une série diffusée sur Hulu, qui sera adaptée d'un livre de l'auteur de Big Little Lies et produit par Nicole Kidman. Et je reprends les petites notes. J'attendais le Kidnan. Yao, un homme-enfant hipster qui a une rencontre intéressante avec la directrice d'une station balnéaire qui sera jouée par Nicole Kidman. Voilà. Et il va devenir son bras droit. Donc, voilà. Moi, j'attends le jour où quelqu'un fera une série ou un film où réellement cette expression du bras droit ce sera traité de façon tout à fait littérale. J'attendais de voir ce que tu allais dire parce que j'allais demander qui c'est qui allait jouer le bras gauche. Franchement, ce serait drôle. Et lui, c'est mon bras droit. Et t'as un personnage et un peu comme... marionnette chaussette. C'est mon bras droit. Alors, une série live Lego. De quoi? Une série live Lego. Ouf, ouais, en stop motion, quoi. Oui. Ou en vrai, ou des personnes déguisées en Lego. Je comprends pas je comprends pas le principe, en fait, parce que... Tu peux leur démonter les bras. Donc après, tu pourrais faire des associations. Imagine Batman avec le bras de Superman. Il pourrait faire plein de trucs. Est-ce qu'on peut réellement leur démonter les bras? Bah ouais. Ouais. Moi, je peux démonter la tête, ça oui. Tu peux aussi démonter les jambes. Après, tu peux... Et la jambe. Vas-y, continue. Ensuite, niveau actu. Alors, j'enchaîne là-dessus. Ouais. En parlant de Superman et Batman, oh là là, je sais faire des transitions maintenant. J'ai pas fait exprès en plus. Il y a Gal Gadot ou Gal Gadot, comme vous préférez, qui va interpréter Andy Lamar, la grande star hollywoodienne des années classiques du cinéma hollywoodien, pour une série Apple. Et ben voilà. Donc elle jouera du coup cette actrice. Je remets le nom que j'ai oublié. Eddie Lamar. Et donc ça racontera l'histoire de cette grande actrice hollywoodienne s'étalant sur 30 ans
de son audacieuse fuite à Vienne avant la guerre froide et son ascension fulgurante durant l'âge d'or d'Hollywood, jusqu'à sa chute et sa disgrâce à l'aube de la guerre froide. Moi, ça Merci m'intéresse. Wikipédia. Voilà, non, une première. Voilà, excuse-moi, j'ai pas eu le temps. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Ouais. Et donc moi, Gal Gadot et série sur le cinéma, je dis oui. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me vend du rêve. Voilà pour les news. Je sais pas, mais la façon dont tu dis Gal Gadot, pour moi, je crois que c'est des Zirdo, le T ne se prononce pas, mais Gal Gadot, on dirait je sais pas, un robot ou un monstre. Toi, c'est comment? C'est le Golgoth? Bref, c'est un nom bizarre. Bon, ouais, ce qui permet de faire une transition sur les personnes bizarres, encore une fois, avec les golems de boue et d'argile, avec The World Beyond. Alors, celui-ci était tombé entre, je crois qu'il y avait lui et Popcorn Kid, de mémoire. Donc c'était une comédie très très basique ou un truc étrange, et bien étrange, où on a Paul Taylor, qui est un ancien journaliste sportif qui est entre la vie et la mort et qui justement a une expérience de mort imminente, et pendant ce temps-là il entend des voix. Ces voix sont des personnes décédées qui lui demandent de l'aide. Et de l'aide, genre... J'avais pas compris, ça partait mal. Bah, pourtant, dès le départ, voilà, on lui demande d'aller justement sur une île, qui est proche donc du Canada, aller sauver quelqu'un, aller aider quelqu'un, ouais, mais on sait pas trop ce qui s'y passe. Voilà, c'est en gros le pitch à la base de la série, c'est ce gars-là a eu une expérience de mort imminente, il entend des voix, donc c'est un peu Ghost Whisperer, mais en version... nanar horreur en fait, parce que The Ghost Whisperer c'était pas vraiment horreur, c'était plutôt familial. Oui. Ouais. Vous allez pas me contredire, je pense là-dessus quand même, sauf si j'ai vraiment de piètres souvenirs de cette série. Bon, ça date de 78, ça a été réalisé par Noel Black, qui globalement après... Il s'est a fait bien fait, bouffer par le même. Bah... ouais, il a quelques petits trucs jusqu'aux années 90. Il est mort depuis 2014 et bon, il a fait un épisode de Highway 5.0 et Bravo, félicitations. la quatrième dimension, ce qui est déjà un peu plus proche. Ah, c'est mieux. Voilà. Et donc lui, c'était le réalisateur, et donc Art Wallace, qui était donc le créateur et scénariste. Qui lui a travaillé sur des soaps comme All My Children par exemple, mais il a aussi été un peu scénariste sur Star Trek. Il a été sur Space 99, il a été sur Bill Cosby Show, il a été sur comment dire, attends, je ne le retrouve plus du tout où il est. Il y avait une autre série un peu plus connue quand même, il y avait Dark Shadows, je crois qu'il y a eu un film après avec Dark Shadows. Oui, de Tim Burton. Voilà, donc voilà, c'est pas la plus grande carrière, et pour Granville Van Dusen, qui est donc l'acteur principal, bah ouais, vaguement, il a eu un rôle dans The West Wing, mais un tout petit. Mais sinon, c'est aussi plutôt voilà, des épisodes dans The Young and Restless, aussi du soap. Donc voilà, c'est pas les personnes que vous avez connues, c'est pas forcément quelque chose de très très connu, et pour cause, c'est un nanar de la télé. Oh, mais c'est un nanar magnifique, moi j'ai kiffé. Hein. Ah ouais. Autant prévenir directement, c'est un nanar. Le nanar, c'est quelque chose qui est à appréciation différente selon les personnes. Hein. Voilà, il y en a qui adorent le fait que ce soit justement un nanar, d'autres qui se disent c'est un nanar, je vais pas le regarder. Et donc, on a regardé cet épisode qui durait à peu près 45 minutes, un petit peu plus, je pense. 49 minutes, je crois. Oui, voilà. Bon, faut le regarder en 1.5, ça dure 45 minutes. Non. Tricheur. Oh là là. Il y a des moments très longs. Il y a des moments très très longs. Ah oui. Le bateau. Les 40 premières minutes, quoi. Ouais. C'est un long. Ouais. Bon.
En dehors de ça, l'idée de base, pourquoi pas, hein, le gars qui entend les voix des morts, comme on l'a dit, c'était fait avec Ghost Whisperer, donc à la base, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut être vendeur. Oh, le pitch, il donne envie. Le gros problème en fait, c'est qu'il y a un souci de réalisation, Le reste, de réalisation, de jeu d'acteurs, d'idées farfelues. d'idées un peu débiles. Après, le monstre en lui-même, pour être très franc, par rapport à l'année où c'était, je sais pas quel budget ils avaient, mais c'était pas non plus dégueu. Sachant En fait, déjà, alors l'avantage c'est qu'on le voit pas beaucoup et que vu la qualité de la vidéo qu'on avait, avec On l'a 3 pas vu pixels du et tout. demi, c'était pas très grave s'il était moche. Mais ça ne se voyait pas forcément non plus, parce que parfois il y a des trucs qui se voient quand même, genre, c'était dans quoi? C'était dans Sankukai, et t'avais un monstre qui sortait de l'eau, et t'avais de l'eau qui sortait de ses yeux, parce que tu voyais que c'était un mec en... C'est ça, quoi. Moi, j'ai rien vu. Ah si, premier dans le pilote. La bête, elle sort de l'eau, mais c'est pas ici, c'est dans Sankukai. Hein. La bête, elle sort de l'eau, Par contre, et de l'eau qui sort des œufs, quoi. Là, non. L'animation de la main quand tu coupes la main du golem, ça Ouais. fait très Famille Adams, enfin... Oui, j'ai pensé à ça. Mais c'est à peu près la même Pas mal époque fait, aussi. hein. C'est un peu Bah plus oui. tard, peut-être. Ouais, là, ça allait. Voilà. Bah, disons que la seule scène où j'ai pris vraiment du plaisir, bah, c'est justement comme les Lego, tu leur coupes le bras, c'est le moment où il lui coupe la main, et puis il lui dit est-ce qu'il reste du monstre? Et j'ai envie de te dire mais s'il y a une main, il y a un bras, et au bout du bras, il y a quelqu'un, donc il y a forcément du reste du monstre. Réfléchis avec ta tête, t'es venu pour enquêter, fais un effort. Ah non, c'est la main comme dans la famille Adams. Ça pourrait être qu'une main. Ouais, ça pourrait être une main, effectivement. Mais le truc, il crie encore derrière la porte, il y a forcément quelque chose. Bah oui, la balle, on lui a coupé la main. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est une collection de moments, on va dire, qui seraient proches d'un la 4ème dimension, un peu fauché par moments quand même, plutôt. Un peu du Evil Dead. Parce que si on le prend de façon Oui, pas car- premier degré, à un moment donné, il cherche le livre et tout pour savoir comment le tuer et tout. Mhm. Donc, tout de suite, j'ai pensé à Evil Dead, quoi. Sauf que là, c'est pas assumé comme. c'est ça, si c'était assumé, pourquoi pas. Là, tu sens qu'ils ont voulu faire quelque chose de sérieux. Et c'est souvent ça le problème. C'est que entre la façon dont c'est joué de façon très sérieuse et les choses qui s'y passent, tu te dis, il y a un décalage. Ça, le chien qui disparaît, pauvre chien, on n'y croit Le pas. cadavre du chien, c'est une pile de nuggets, quoi. Par contre, moi, j'avais un petit espoir parce que quand donc le mec, on lui dit, enfin la voix lui dit d'aller sur cette île parce qu'il y a des choses qui s'y passent et qu'il faut sauver quelqu'un. Il va jusqu'à donc un gars qui conduit un bateau et qui fait, c'est le seul à faire ce voyage-là parce qu'apparemment même sur l'eau, il y a un truc qui flotte. Apparemment c'est un ancien bateau qui a pas été très loin. Lui c'est le seul à le faire. Il ne fait que des allées simples, sans retour. Déjà, ça commence bien, mais surtout, moi, le truc qui m'a fait mon épisode, c'est le gars, il lui dit, et voilà, combien ça coûte? Ouais, ça coûte X dollars, 24 cents. Et l'acteur principal lui dit, mais pourquoi 24 cents? Et le conducteur du bateau a fait, bah pourquoi pas? Et je me suis dit, ah, s'il utilise de l'humour comme ça peut être sympa. C'est le seul moment où c'est volontaire. Voilà, donc globalement, c'était un épisode où je me suis ennuyé pour les 3/4. La fin est un peu plus palpitante parce que là on a un peu peur pour eux, il y a le monstre qui se déchaîne, il y a voilà. Au début ils essaient de placer un peu l'ambiance, mais sur 45-49 minutes, ils mettent 35 minutes à mettre l'ambiance et 10 à expédier le reste quoi. Pourtant, l'ambiance, elle arrive tôt parce que. En fait, il faut se dire qu'au moment où ils arrivent sur l'île, ils commencent à entendre le monstre crier. Ouais. Et que le cri du monstre, il va être non-stop jusqu'à temps qu'il meure. Mais je vais être honnête, il y avait les 40 premières minutes, je luttais pour ne pas attraper Twitter. Et à un moment, j'ai attrapé Twitter pendant 5 minutes. J'ai plus suivi l'intrigue, ça m'a pas empêché de comprendre, je pense. J'avais l'impression d'entendre Sarah Paulson, que j'adore, mais dans la saison 6 d'American Horror Story, où si tu ne regardes pas l'écran, elle passe juste tout son temps à hurler mat. Pareil, le monstre, pendant 5 minutes, a un hurlement nul, Non, mais non-stop. c'est insupportable non-stop, à quoi. écouter. Moi, ça m'a fait penser pour ceux qui ont vu aux gamins, aux bébés dans les Razorhead, quoi. Ouais, bah oui. C'est un truc qui te prend au cerveau.
Et en fait, si tu regardes ça plus de 49 minutes, tu sautes par la fenêtre, en fait. C'est ça. Ouais. Tu tues quelqu'un, tu tues ton voisin, tu tues la personne que tu as sous la main. Il se trouvait que j'étais tout seul, donc je serais allé descendre les voisins du dessous, mais enfin, à un moment donné, il fallait le tuer, ce monstre. Ça, c'est pas possible. Ça tape au cerveau, quand même. Mais Je heureusement, pense que s'il n'y avait pas ça, le truc serait peut-être pas si nul que ça, en fait. C'est juste que là, au bout d'un moment, ça vrille même la vision qu'on a du truc, quoi. On entend que ce hurlement insupportable. bah, en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça dépend comment c'est réalisé, parce que je me rappelle d'un jeu qui s'appelle Siren, et Siren, en fait, t'entendais des cris comme ça, c'était super oppressant. Oui, Mais là, c'est casse-couille, en fait. Ouais, puis là, des Voilà, fois, c'est ça. tu sais plus si t'entends le golem ou si t'entends le vent dans les arbres. Donc, Ou si tu C'est t'entends exactement pas ça. les autres personnages crier aussi parce qu'ils ne font que ça Mais pendant tout En fait, l'épisode. en fait, je pense que le mec qui a fait la voix du monstre, c'est un chanteur de métal qui a pris son micro, qui a fait un gros Ouah et comme ça et qui s'est pas arrêté pendant le truc. Il y avait un moment donné, j'avais l'impression C'est pas impossible non plus. de C'est peut-être regarder Ozzy Osbourne. un concert de death metal avec des gens qui se battaient contre un monstre de boue. Quoi. Parce que c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est un monstre, donc sur une île au large du Canada, un monstre qui est fait de boue, de bâton et d'argile. C'est écolo. C'est un golem. Créature qui se rebelle contre. Et attention, spoiler alerte. Là, il découvre qu'en fait la seule façon de le tuer, en fait, c'est l'eau de la mer, le sel qu'il y a dans l'eau de la mer. Même si, en fin d'épisode, donc il découvre que c'est comme ça qu'il peut mourir. En tout cas, voilà, il souffre. Ça le fait exploser même. Mais la fille, attends, je sais plus son nom, Marianne. Mm. C'est ça, je pense, ouais, c'est Marianne qui ouais. en fait finit par dire, mais en fait, comment ça se fait alors que quand il a bouffé le bateau et quand ci et ça, bref, à elle toute seule, elle démonte en fait la logique de la série. Elle est en train de tout gâcher. Mais c'est ça, c'est genre, t'as envie de dire, mais la ferme, t'es en train de dire que globalement, ton truc ne tient pas. Mais Parce que c'est un monstre imaginaire qu'il a été invoqué, donc c'est pas grave. Si c'est pas cohérent, c'est que le livre il a dit c'est comme ça, alors c'est comme ça. voilà, c'est ça. Et en plus de ça, ils arrivent à essayer de mettre une petite histoirette d'amour, d'amourette plutôt entre les deux. Dont on... Si ça avait continué, il se serait revu. Bah, Une équipe, Il aurait aidé. avec l'argile, ils auraient fait un pot façon Ghost. Mais aussi, le dernier truc que moi j'ai remarqué là-dedans qui m'a fait mon épisode, c'est qu'il court beaucoup dans cet épisode, mais il court sur des très courtes distances. Et en fait, il trottine. Mais il trottine tout le temps. Mais il trottine mal. c'est fatigant, hein. Puis il fait jour. Ça casse l'ambiance. Sérieux. Il dit oh non, on voit plus rien. Mais il fait jour. Je le vois, il y a le soleil. Non, c'était. Voilà, il y a plein de choses qui vont pas, et globalement, c'est vrai que si on le prend comme Elodie l'a pris en tant que nanar où rien ne va, tu passes un moment drôle. Mais à leur dépens. Mais alors, c'est marrant parce que dans la mise en scène, je trouvais que dans tous les passages où il reste enfermé dans la maison, regarder les portes trembler, il y a vraiment une mise en scène de vieux films noirs des années 30-40. Enfin, c'est très dans une grande gestuelle avec des visages déformés. Enfin, il y a vraiment une inspiration là-dedans. Mais en fait, ça va pas parce que tout de suite après, t'as l'impression d'être dans un mélodrama, quoi. Et en plus, je sais pas si vous avez fait gaffe à la musique, Ouais. mais sur les horreurs, c'est de la musique de soap. Ça ne va pas. Mais c'est vrai que ça faisait très soap, effectivement. Effectivement, mais... Ça gâche, mais il y a des scènes qui pourraient être un peu... je veux pas dire que ça fait peur, mais qui pourraient mettre une certaine ambiance, mais il y a toujours un truc qui gâche. Oui, les scènes dans la maison, dans la cave, elles étaient sympas à regarder. Ouais, quand la scène où il descend l'escalier, tu sais qu'il va se faire choper le mollet par la main qui est là.
Il y a de l'idée, je veux dire, c'est grand classique, mais il y a de l'idée, mais non, le mêler dans le reste, ça fonctionne pas. C'est ça le truc, c'est il y a autant, mais voire plus de choses qui cassent tous les effets qu'ils ont essayé de faire. Et on n'en garde pas grand-chose. Et je dis très franchement, je pense qu'ils auraient dû garder un côté humoristique et pas se prendre au sérieux, ça serait passé beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Ça aurait été vraiment très cool. Mais grave. Et juste avant, j'avais regardé Scooby-Doo Retour sur l'île aux zombies, c'est le même pitch, mais c'était mieux. Mais j'ai l'impression que toutes les semaines, tu dis Scooby-Doo, en fait. Je regarde ça tous les jours. C'est pas faux. Non, mais vraiment, c'était la même chose, mais c'était drôle. C'était cool. Oui, c'est Scooby-Doo, quoi. Bon. La dernière fois que j'ai parlé de Scooby-Doo, c'est justement quand on s'était dit, bah tiens, on va regarder ça, et ça ressemblait à du Scooby-Doo. Donc... Ouais, mais en pas drôle. Déjà, le chien, il durait lui plus de limité que Scooby-Doo. C'était pas Scooby-Doo. Ouais. En fait, c'était en tout cas pas très très glorieux. On s'attendait pas forcément à du glorieux non plus. Hein. Ça, il faut bien se l'avouer. Par contre... Pardon ? On avait même peur de le regarder. Ouais, mais bon, voilà. On a un moment si on allait le faire. Et on l'a fait. On l'a fait. Et comme récompense, dans 2 semaines, on va se faire une petite doublette X-Files Fringe. Comme ça, voilà, le pilote de l'un et de l'autre. Parce que souvent, Fringe est appelé le X-Files voilà, des années 2000. L'héritier, voilà. À tort ou pas, on verra de toute façon. On en parlera à ce moment-là dans 2 semaines. Comme ça, bon voilà, on aura 2 pilotes normalement bien sympas à se mettre sous la dent avant de terminer cette saison 5. J'allais dire saison 6, en fait. Non, c'est 5. Je suis déjà à saison 6, moi. Je suis déjà... saison 6, on s'en fout. 2020 n'existe pas, tu sais. 2020 n'existe pas. Ouais, c'est ça, 2020 n'existe pas. Donc, il a été annulé, il a été reporté à 2021. Voilà. Donc finalement, hop, saison 6. Exactement. Donc là, on vient à la fin de la saison 10, là, c'est ça, non? Ouh là là. Sans Et après, on recommence à la 2. C'est une diffusion TF1. Voilà. On va passer à nos recommandations. Alors, niveau recommandations, il y a une série que nous sommes 3 sur 4 à avoir vue, ou au moins en tout cas à commencer. Moi en tout cas je l'ai terminé. Je sais pas si Olivier... Oui. Terminé aussi Mathieu? Ouais. Et Olivier? 2 épisodes. Ok, et Elodie, elle a trop de retard dans tout, donc de toute façon... elle, en ce moment, elle veut de la drogue et des meurtriers. Elle l'avait en saison 11, qui sera diffusée la semaine prochaine. Par semaine en ce moment. Moi j'ai rien à regarder. Donc si vous avez des idées, allez-y. Ah bah écoute, va voir mon bêta série. Hein. De toute façon, t'auras déjà X-Files et Fringe. J'ai plein de séries à regarder plus tard, mais en ce moment, j'ai rien. Ouais, ah oui, non, pareil, mais j'ai tellement de retard. Quand t'auras vu les pilotes de X-Files et Fringe, après t'auras 2 séries à regarder en entier. Ah oui, mais là, on va... Et là, il y a 180 épisodes sur X-Files. Wow, on va déjà finir Supernatural, après on verra. Hein. Ah bah voilà, tu crois que t'as rien, t'as Supernatural, t'en as 15-17 saisons, je sais plus. Non mais sérieusement. Bon, alors, ce n'est pas de ça dont on va parler maintenant tout de suite, on va parler de Space Force. Alors Space Force, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie sur Netflix depuis le 29 mai, il y a 10 épisodes pour l'instant, et c'est une série donc créée par Greg Daniels et Steve Carell, qui ont déjà travaillé ensemble sur The Office, et c'est bien là où est le problème premier, c'est que Netflix et tout ce qui est marketing l'ont vendu depuis des mois et des mois et des mois comme étant le retour c'est The Office qui est de retour, quoi, en gros. The Office dans l'espace, mais je pense qu'il n'y a pas que le marketing qui a fait ça, il y a dans la tête des gens. Voilà, dans l'inconscient collectif, tout le monde s'est dit « Ah ouais, Steve Carell, Greg Daniels, bam, forcément, c'est le retour de la construction à The Office, l'humour à The Office, peu importe. » Sauf que, il faut pas oublier quelque chose, c'est que depuis la fin de The Office, Steve Carell a quand même eu une autre carrière, a fait d'autres choses, Greg Daniels aussi un peu. Dernièrement, on vous a parlé d'un certain Upload, déjà pour vous donner un peu le... Ça n'a rien à voir avec The Office.
voilà, il a été aussi sur Parks and Recreation, il a été sur King of the Hill avant. Il a fait quand même pas mal de choses. Donc les Simpsons, il était au SNL. Bon, bref, il a fait quand même beaucoup de choses. C'est un peu dommage de le mettre juste, c'est The Office. Forcément, The Office, c'est peut-être le truc qui a le mieux fonctionné. Et je peux que vous donner raison. Effectivement, The Office, c'est très bon. Il faut le regarder, il faut en manger, c'est très bien. Mais depuis, donc, ici en 2020, il y a 2 séries, donc une sur Netflix et une sur Amazon Prime, qui sont donc Upload et Space Force. Et les 2 sont des comédies. Et les 2 n'ont rien à voir ensemble. À part peut-être quelques comédiens, surtout un comédien qui est en fait le fils de Greg Daniels. À part ça, franchement... Piston, je te jure. De quoi ? Le piston, quoi. Je te... Ouais, bah, quand on voit le rôle que son père lui donne par... je sais pas. Je sais pas, hein, le petit Owen... Dans le cinéma et la télé. Le petit Owen Daniels, si vous voyez dans la série de Greg Daniels, un jeune roux, mais très roux, c'est son fils. Voilà, comme ça, dans Upload, c'est l'espèce de clone qui sert de larbin. Ouais. Et là, c'est un genre d'homme. Ouais, c'est l'homme à pas tout faire, voilà. Qui est vraiment très con, qui est très drôle. Voilà, et c'est à peu près pareil dans Space Force. Il est un peu le même. Il est très con aussi. Mais il parle un peu plus. Il parle un peu plus, peut-être. Ouais. Et donc, ça parle. Ouais. Sur la fin, il parle pas mal. Ouais, sur la fin. Mais au tout début, c'est vrai qu'il est plutôt muet. Mais multiple. Là, il est tout seul. Donc, dans Space Force, parce qu'on parle de Space Force et pas de Upload, en gros, ça nous parle de cette nouvelle branche de l'armée américaine qui est censée aller sur la Lune et surtout gérer le côté militaire de l'espace. Et on commence avec justement le Boobs on the Moon, qui est en fait plutôt un Boots on the Moon, qui est en fait ce que veut Donald Trump dès le départ. Il veut que pour 2023, il y ait donc le premier... Enfin, on ait posé le pas sur la Lune, donc c'est Boots on the Moon, mais apparemment, il y a un petit quiproquo, une petite faute de frappe qui... Il a fait une faute de frappe en l'annonçant, il a dit Boobs on the Moon. et là, déjà, tu dis... Ah ouais, c'est ce genre d'humour-là, mais pas que, dont on va... C'est qu'il le fait pas par SMS, c'est qu'il le fait... À chaque fois, tout ce qu'il fait, c'est par Twitter, donc... Twitter ou SMS ? C'était Boobs on the Moon, quoi. Et donc, on nous parle de ça, donc de cette armée, cette armée qui est dans le Colorado. C'est Wild Horses, si je me rappelle bien le nom de l'endroit. Et on a, comme ça, voilà, tout un tas de collègues, tous très hauts en couleur, tous très différents, qui sont censés travailler ensemble. Au casting, on a Steve Carell, on a John Malkovich, on a Ben Schwartz. Forcément, on a les usual suspects de Greg Daniels, hein, on va dire. On a donc aussi Owen Daniels, on a Lisa Kudrow, à un certain niveau, hein, voilà. On a Jimmy O. Yang, qui me faisait plaisir de le retrouver, parce que lui, il était dans Silicon Valley. Mais maintenant, voilà, il est dans un rôle un peu plus différent aussi. Et on a, voilà, pas mal d'autres célébrités à différents niveaux. Même Jane Lynch, on la voit un petit peu. Donc il y a un casting, je trouve, assez solide, même pour ceux qu'on ne connaît pas. Hein, parce que globalement, c'est plutôt ceux qu'on ne connaît pas qu'on voit le plus à l'écran. Par rapport à ça, je trouve que, pour directement partir dans le côté critique, je trouve que chaque personnage est très bien campé et absolument crédible. Le pilote est peut-être un peu plus faible pour essayer de montrer un peu tout le monde, mais ça décolle dès le deuxième, même si le premier a déjà des moments très très épiques et très drôles. C'est une série qui va jouer sur le rythme de la blague, autant visuel que dans les dialogues et dans les réactions aux dialogues, dont l'expert à tout ça, c'est clairement Malkovich. Ses réactions à tout ce que les autres vont dire, alors que lui, il est censé être quand même le scientifique, le docteur, celui qui a vraiment c'est son projet, c'est lui le plus intelligent là-dedans. Entendre autant de conneries, ça l'exaspère assez vite, même si on va découvrir en fait très vite une autre facette de ce personnage-là.
mais il n'y a pas un personnage qui dénote. Le seul truc... Ce qui est génial avec Malkovich, c'est qu'il fait la même gueule. Si vous avez regardé un peu les conférences de presse de Trump pendant la pandémie, à chaque fois que Trump disait une connerie, il y avait les médecins derrière qui C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et les tronches de Malkovich, c'est exactement ça, quoi. C'est à chaque fois, c'est à la fois garder son calme, mais à la fois on sent que ça boue de l'intérieur et que ça transpire de tous les pores, quoi. Enfin, Ah non, c'est magnifique, c'est magique. Franchement, je vois pas qui d'autre aurait pu jouer ce rôle. Il le fait tellement bien avec son timbre, son staccato très snob, très. Son Malkovich, en fait, il fait du Malkovich. Il fait Malkovich. Et c'est nickel, ça tombe super bien. Ce qui est fou, c'est que. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont dit ah ouais, mais Malkovich, il fait du Malkovich, il sait pas faire autre chose. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il fait du Malkovich, mais quand il fait The New Pop, il fait du Malkovich aussi, sauf que c'est pas la même tonalité. Non. C'est-à-dire qu'il y a dans The New Pop, moi, il m'a émerveillé. J'étais pendu à ses lèvres. J'adorais. J'avais envie qu'il parle. J'adorais ça. Et dans Space Force, c'est plus par des petites mimiques, des trucs comme ça. Et pour le coup, ça me fait rire vraiment. Alors que dans The New Pop, c'est pas fait pour faire rire. Donc, moi, ce qui m'a un peu agacé quand on critique le Malkovich, c'est que oui, d'accord, il fait du Malkovich, mais malgré tout, il fait 2 Malkovich différents. Et les 2 sont très bons. Et colle franchement à l'écriture du personnage. Tout comme Steve Carell, on pourrait aussi dire que Steve Carell fait du Steve Carell. Mais franchement, ça marche très bien. Ben Schwartz, c'est pareil. Enfin, tous font à peu près le rôle auquel on s'attend d'eux. C'est le principe d'un casting, en fait. Et le casting est vraiment nickel pour ce point-là. Les bonnes personnes pour jouer les bons rôles. Le seul truc qui, moi, je sais pas si c'est pas en réaction justement un peu... Enfin non, c'est peut-être un peu tard, je pense, mais il y a Fred Willard qui est décédé le 15 mai dernier, qui est dans la série, et je sais pas, j'ai l'impression que parfois, niveau montage, surtout dans le pilote, on a voulu le montrer un peu plus ce qu'il n'aurait dû. Comme si on avait ajouté des scènes coupées, histoire de... parce que de toute façon, il y a un hommage qui est clairement écrit dessus dès le premier épisode. J'ai l'impression à la hâte, on a essayé de remonter un petit peu un truc dans le pilote pour lui rendre hommage. Et c'est peut-être le seul truc qui vraiment m'a, entre guillemets, un peu dérangé dans ce pilote-là, c'est que globalement... C'est bien de savoir que voilà, comment sont les parents donc de Mark Nerd joué par Carell, mais ça n'apporte rien. C'est en tout cas. Non, parce qu'on les revoit pas par la suite. Si, tu les revois un peu vite fait, mais. C'est une grosse base, et là c'est pas des bases nécessaires. Ouais, là tu t'attends, vu comment c'est montré, tu t'attends à ce que ce soit un personnage récurrent, et tu dis mais je vois pas ce que ça peut apporter. Alors que globalement, par la suite, les développements des personnages, tu vas comprendre un peu justement pourquoi il est comme ça, pourquoi la relation avec ses parents, c'est intéressant à ce moment-là. Mais dans le pilote, j'ai vraiment cette impression de... Allez, on a essayé d'intégrer des scènes qu'il fallait pas, ou en plus. Et c'est peut-être peut-être un peu dommage. Sur le moment, non. Mais bon voilà, après tout le reste, moi je suis parti dedans sans problème, même s'il y a des personnages que j'aime un peu moins, enfin surtout un personnage que j'aime un peu moins qui est en fait sa fille, Erin. C'est l'ado de base quoi, dans une série, c'est dommage. C'est ça, c'est l'ado de base. L'actrice joue l'ado de base, je la connaissais pas. J'ai envie de la baffer. Mais bon, voilà. Mais on a vu mieux, quoi. Ça méritait mieux. Exactement. Mais en soi, tout fonctionne très bien. Et j'ai vu des gens dire que c'était pas drôle du tout. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il y a plusieurs types d'humour. Et j'ai revu le pilote 2 fois. Parce que bon, j'ai fait le tour, puis j'ai recommencé. Et en faisant comme ça, il y a des choses que j'ai remarquées après. Parce qu'il arrive à glisser des trucs un peu cachés. Parfois
pas tellement caché, mais il y a des trucs en plus. Il y a une scène où on voit une affiche d'une personne perdue. Si on cherche un petit peu, on peut comprendre pourquoi. Et finalement, c'est assez drôle. Il y a des petits trucs comme ça dans les réactions, dans les trucs qui se passent derrière, derrière les baies vitrées. Franchement, c'est... Je suis parti sur la série alors qu'elle était déjà commencée et que je voyais des critiques de gens clairement partir sur mais qu'est-ce que c'est pas drôle, tout ça. J'étais là, je fais ah merde, je vais être déçu, je vais tomber de tellement haut parce que j'en attendais énormément. Et ben finalement, elle a même dépassé mes attentes de base en ayant en plus de ça la critique des autres qui me disaient que globalement c'était nul. Donc encore une fois, quand Twitter est unanime, en général c'est l'inverse qui se passe réellement. Voilà. Si tout le monde dit que c'est nul, c'est que c'est bien. C'est comme ça, c'est une petite théorie. Hein. Petite théorie, c'est Trump qui me l'a donné. Bon, Olivier, toi tu n'as pas encore terminé, il te reste encore 2 épisodes. Ouais. 2 épisodes de feu d'ailleurs. Mais moi j'ai été honnêtement, j'avais pas beaucoup d'attentes sur la série, bizarrement. J'étais pas franchement en attente du truc. Et j'ai adoré le pilote. Franchement, je trouve qu'il fait super bien le taf. L'humour est mis en place dès le début, c'est drôle, c'est rythmé, les personnages sont vraiment bons. Comme tu dis, on a vraiment... chaque personnage est super bien caractérisé et en même temps, ils arrivent à ramener de la nuance au fur et à mesure des épisodes. Mmh. Ce qui est dans une comédie vraiment pas évident. Non. C'est ça qui est fort en fait, je trouve. C'est que la série elle évolue en fait au fur et à mesure. Ça part vraiment sur une comédie et puis il y a des petites choses qui viennent se greffer à ça. Il y a l'histoire de Steve Carell avec ses parents. Il y a malgré tout, je trouve que l'histoire avec son ado, le fait qu'il se barre comme ça une semaine, et du coup la relation qu'elle a avec sa mère et tout. Enfin, il y a un truc qui est à la fois drôle et à la fois touchant. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que c'est là où j'étais comme toi un petit peu en regardant les premiers épisodes, je me suis dit j'ai pas vu la même série que tout le monde quoi. Non mais c'est ça. Parce que j'ai vu une série qui était comme un espèce de millefeuille avec différentes strates et du coup je trouve ça hyper riche à regarder parce que ça m'a fait rire. Enfin je veux dire une série qui commence en parlant de Boobs on the Moon et qui est tweetée par Donald Trump et moi ça me fait rire. Je me suis en fait c'est ça, il y a des trucs d'humour où tu vas justement soit pouffer de rire, tu vas éclater de rire parce que c'est de la blague évidente, voilà, qui est, on va dire, limite premier degré bas du front. Mais t'en as quand même pas mal dans le premier épisode. T'as le secrétaire qui n'annonce jamais les gens qui sont dans le bureau. Mais moi, franchement, c'est un truc con. C'est un humour, c'est un running gag qui tient pendant tout le premier épisode, mais qui me fait rire. Et le truc, c'est qu'ils arrivent en plus à le décliner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils refont la même blague, mais à chaque fois d'une manière différente. Et c'est à chaque fois, ça marche bien. Mais ça marche super bien quand dans l'épisode 3, je crois, je sais plus, t'as Steve Carell qui demande à zoomer dans l'image et donc l'image elle est toute pixelisée et il fait maintenant dépixelisez-la et les mecs ils le regardent ils font mais non en fait ça marche pas dans la vraie vie. Alors... le mec, on peut augmenter les contrastes un peu, d'accord. Ah ça y est, je vois beaucoup mieux. Putain quoi. L'histoire du protège-bouton, c'est une toute petite anecdote qui passe presque quasiment inaperçue parce qu'elle est dite très très rapidement, mais qui m'a fait mourir de rire quoi. Il y a une tonne de références à la vie politique américaine actuelle, mais aussi au cinéma, à plein de choses. Clairement, la base lunaire et les patates, c'est clairement comment dire avec le film Mars là. Seul sur Mars. Seul sur Mars, en fait. Je sais pas pourquoi j'avais un autre nom. C'est The Martian, voilà, c'est pour ça, en anglais. C'est vraiment Seul sur Mars, la référence. Puis j'ai retrouvé un acteur que j'aimais beaucoup dans Trial and Error saison 2, donc, qui joue un sculpteur fan de didgeridoo.
qui aura un petit rappel par la suite vers la fin de la saison. Mais c'est ça, c'est de l'humour qui est parfois très premier degré. Et en même temps, derrière, on vient de glisser un truc un petit peu plus second degré, puis encore une autre couche, comme tu disais, ouais, c'est ça, c'est un millefeuille d'humour. Et si tu creuses un peu, si tu es un peu attentif, t'en prends plein la tête, mais tout le temps, et ça s'arrête pas. Il n'y a pas un temps mort sur des épisodes. Pas un temps mort. Et c'est même. Il y a pas mal d'épisodes où au début je me disais ah tiens il part pas très bien cet épisode, va y avoir enfin peut-être que celui-là il va pas être très bien comme épisode, et en fait à chaque fois au bout de 5 minutes on voit vers où ça va et on se dit ah ouais c'est marrant, et ça marche quoi. Finalement il y a des épisodes où tu pars sur un a priori et puis en fait tu t'aperçois que tu as regardé tout l'épisode, tu as pris un vrai plaisir à regarder et t'as pas vu le temps passer. C'est ça. Et en même temps, sur 30 minutes, c'est un peu dommage, mais... Ouais, ça arrive. Ça arrive. Et il y a vraiment aussi un truc, c'est que beaucoup de gens insistent sur la satire, enfin, disent que la satire est pas assez forte par rapport à la réalité. Et en fait, je trouve que c'est un peu un faux procès, parce que, encore une fois, c'est comme l'humour. Il y a une première façade, il y a une première couche, et en fait, donc ça c'est la satire de Trump, de machin, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va au-delà de ça, et c'est là où je suis vraiment pas d'accord avec le fait que la satire tombe à l'eau, c'est qu'au contraire, elle ouvre justement de Trump, elle part de Trump, et en fait, elle parle de la société américaine en entier. Et en fait, on s'aperçoit que, ok, Trump, il est très con, mais les gens qui lui obéissent, ils sont tout aussi cons. Et les démocrates aussi s'en prennent plein la gueule. Il n'y a pas que Trump finalement, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais il y a un épisode avec les démocrates, il est très très drôle. Ah non, mais tout le monde en prend pour son grade, quoi. C'est vraiment, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Je sais pas ce qu'ils attendaient. Je pense qu'ils attendaient peut-être que les potards soient beaucoup plus forts et beaucoup plus dans la caricature, alors qu'en fait, là, on est plus dans comme tu dis, la satire, mais le côté plus proche d'un Silicon Valley. Exactement, c'est la référence que j'avais en tête, et notamment il y a un acteur qu'ils ont en commun, c'est Chen, hein, c'est Chen, c'est Jimmy O Yang, qui est génial, qui est génialissime, qui me fait toujours rire lui, et c'est exactement ça, c'est la référence pour moi de cette série là, c'est vraiment Silicon Valley. On est vraiment dans le même humour, dans la même dénonciation, dans la même vision des choses, quoi. C'est ça, c'est dénonciation, puis alors même voilà, il y a des choix niveau choix musicaux. Il y a plein de choses que j'ai trouvé qui tombaient très très bien dès le pilote, hein, Kokomo. Parce que Steve Carell qui pousse la chanson et la danse, c'est juste pour ça, il faut voir la série, quoi, vraiment. Non, très franchement, je suis comme toi, et je vois de plus en plus, par contre, des personnes qui partent dans cette direction-là, et je me dis, voilà, ça me rassure un peu, on va dire, entre guillemets, même si je n'en ai pas vraiment besoin, mais de me dire, mais merde, alors j'ai l'impression qu'en fait, il y a des personnes qui... Encore une fois, l'humour, c'est assez difficile. T'accroches pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas essayé de comprendre, en fait. Alors qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est très vite très clair, mais... En fait, dans un autre style, je pense que peut-être que le choix de la plateforme est peut-être pas la meilleure non plus. Et je pense que Space Force est en train de souffrir de la même chose que The Eddy, qui est sur la même plateforme. C'est que c'est des séries qui sont tellement pas dans la ligne éditoriale de la plateforme que les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses, ils regardent ça, ils font putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Tu testes 5 minutes et tu zappes sur autre chose. Donc, et surtout sur ce genre de plateforme où la consommation, notamment des jeunes, c'est vraiment ça. Tu testes, et puis si au bout de 5 minutes... Peut-être sur Prime ou Hulu, ça aurait été peut-être... Ah ouais, moi je pense que clairement sur Prime, c'était beaucoup plus... D'autant plus qu'il y a déjà Upload, donc... Oui, mais Prime, on l'aurait pas trouvé. Ah non, mais c'est... Ça s'est amélioré quand même, Prime, faut pas dire.
Chaque semaine, on les défonce. Mais bon, on a le droit. Non, franchement, voilà. Moi, je comprends pas et très franchement, je resterai sur mes positions. Space Force, c'est vraiment une très grande comédie. Ouais, moi aussi, je Et pense. très dans son époque. Très dans son époque. Il y a une scène qui me revient là, en parlant, ça, qui m'a tellement fait rire et que je trouve tellement. En fait, c'est vraiment. C'est une série qui révèle une société, qui met le doigt sur ce qui va pas. À un Mhm. moment donné, il y a John Malkovich qui essaie d'expliquer un truc scientifique. Et donc, du coup, il commence à parler, mais parce qu'il a besoin de développer son idée, de montrer le pour, le contre, le machin et tout. Et t'as le mec des réseaux sociaux qui est derrière et qui lui demande d'accélérer. Parce qu'en fait, autour de lui, les gens qui décident, on n'a rien à foutre de ce qu'il raconte. Et donc, du coup, il finit par lâcher l'affaire. Et son explication scientifique, elle tombe à l'eau. Et les gens qui décident, en fait, t'as l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé pendant le virus, que ce soit aux États-Unis et en France aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, quand on voit la vidéo de Trump, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Trump quand il est avec les représentants des labos pharmaceutiques, Ouais. les mecs lui expliquent la situation et le mec, comme il a rien à leur dire, toutes les deux questions c'est et quand est-ce que ce sera prêt? Et les gars lui disent mais vous savez ça peut pas être prêt tout de suite, il y a des tests à faire. Oui, et quand est-ce que ce sera prêt? Et, et cette espèce d'impatience, d'incompétence globale au niveau décisionnaire, c'est exactement ce qui se passe dans la série. Je trouve que c'est hyper bien vu et c'est hyper drôle. Et vraiment, on retrouve, comme tu disais, c'est vraiment la même chose qui est pointée dans Silicon Valley, notamment avec le patron de, je sais plus comment il s'appelle, le patron de la grosse firme là, qui est. Ah merde. Uli, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Ce personnage-là, il aurait pu être dans Space Force. Mais totalement. Mais d'ailleurs, globalement, on a une parodie de Elon Musk juste parfaite aussi. Enfin, il y a rien. Franchement, et encore, je disais, ouais, c'était à jeter, etc. C'est juste pour faire la fine bouche parce que globalement, moi, c'est tout ce que j'espère. Tout ce que j'espère, c'est une saison 2, même si j'ai des doutes sur le fait qu'ils aient pensé à ça pour le projet. Oui. Voilà. Oui, moi c'est aussi un peu pour faire la fine bouche. À la fin de l'épisode, quand ça s'est terminé, je suis en mode mais c'est fini. Moi j'attendais la fin de ça et non, c'est pour la saison 2. Ça m'a un peu déçu. Mais Ben, je sais pas. rien à modifier. Sauf Rien à modifier. peut-être aussi un autre petit truc pour faire la fine bouche, mais ça c'est plus personnel. Ouais. Ils ont vendu la série comme The Office, mais ils ont aussi les bandes annonces de la série, c'était regardez notre beau casting. Et enfin, c'est ce que j'attendais. Enfin, je savais que ça allait être le cas, mais la plupart des grosses têtes d'affiche finalement, On les voit pas tant que notamment ça. Jane Lynch et Lisa Kudrow, que je voulais aller voir la série aussi pour elle, sont presque inexistantes dans la série, à part Lisa Kudrow qui revient un peu sur la fin. Ouais. Quand j'ai vu que dès les premières fois, je me suis dit bon bah elle y sera pas quoi. Elle est drôle à chaque fois qu'elle est. Ouais, c'est ça. Par Ça contre, enlève- Ça enlève pas de qualité à la série, mais la saison 2, si Lisa Kudrow pourrait être là tout le temps, ça serait mieux. Mais tu sais, moi j'adore moi ce genre de truc aussi où tu as un personnage qui arrive juste par moment et, mais je suis d'accord. Hein. et qui est hyper efficace, qui est super drôle et qui pourrait pas l'être si elle était là tout le temps en fait. Moi, pas forcément là tout le temps, mais plus présente, j'aurais pas craché dessus. Mais toutes ces scènes étaient les scènes qui m'ont fait le plus dans la série. Dès qu'elle arrive, elle est géniale quoi. Et moi c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, tu demandes à un grand acteur de faire un petit rôle comme ça, il va te dire non. Et il va dire ah non, je suis pas assez présent, je suis pas assez machin et tout. Là, je trouve ça vachement bien qu'elle le fasse. Et elle illumine d'autant plus que justement, elle est rare dans la série. Et du coup, elle l'avait là, fait c'est dans top. The Good Place et ça marchait hyper bien. Ouais. Mais elle n'était pas mise en avant dans The Good Place. Là, elle est clairement sur le devant de l'affiche. Ce qui est normal. Hein. Mais après, sinon, rien à rajouter. Tout ce que vous avez dit, je valide, c'est ça. C'est peut-être pas la comédie que je vais retenir dans 8 ans, je m'en souviendrai pas forcément. Mais si il y a, j'y vais. Bon, puis bon, pauvre chien, quoi.
Les pauvres singes. Les chiens n'ont Pauvres pas la singes place. surtout. Ouais, pauvre singe surtout, le chien. Cet épisode-là, je comprends. Enfin, tu regardes cet épisode-là, tu peux pas ne pas rire. Enfin, l'épisode, il est génialissime. Moi, pour moi, c'est le meilleur de la saison. Enfin, l'épisode, il est absurde complètement, quoi. Tu vois l'autre, il est en train de faire son langage des signes. Il traduit tout avec son langage des signes pour que le singe comprenne. Enfin, c'est ridicule. C'est un épisode qui montre bien à quel point ce qu'ils sont en train de vivre est complètement absurde, quoi. Oui. C'est un beau résumé. Et ça, je comprends pas que ça fasse pas rire, en fait. Alors, je sais que l'humour, c'est... Mais là, c'est un humour qui me semble tellement simple. Ouais. C'est visuel, c'est à la fois absurde, c'est à la fois... Enfin, faut avoir l'imagination de se dire, tiens, on va aller foutre un singe pour réparer un satellite. Moi, ça me fait... Tout me fait beaucoup rire dans cet épisode-là. Je trouve que c'est un vrai résumé de toute la série et de ce qui se passe dans la vie réelle. Effectivement. Alors, Elodie, tu n'as pas beaucoup parlé parce que forcément tu ne l'as pas vu, donc tu as dû t'endormir peut-être. Non, je vous écoute. Mais par contre, voilà, on va changer un petit peu l'ordre, hein, Mathieu, si ça ne te dérange pas. On va donner un peu la parole à Elodie parce que toi, tu as regardé quelque chose de beaucoup plus sombre. Qui n'a rien à voir. Oui, j'ai regardé, mais on reste sur le même Netflix. le même stream. Voilà, on reste sur Netflix avec Murder Mountain. Et je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup les true crime. Je crois pas. Non. J'en parle jamais. Quelle révélation. Je vous ai dit que j'aimais la comédie. Ça peut pareil, quoi. Franchement, ça fait plaisir de découvrir des choses de vous que je connaissais pas encore. Surtout après 5 saisons. Ouais. Après 11 saisons. Ça dépend, si on est sur Netflix, effectivement, ça fait 10 saisons. C'est ça. Donc Murder Mountain, c'est un docu-série sur Netflix, donc un true crime, qui se déroule en Californie, dans le comté de Humboldt. Et c'est une histoire dont j'avais jamais entendu parler. Donc déjà, pour ça, c'est déjà pas mal, parce que j'en ai regardé quand même de ces trucs-là. Et en fait, je vais vous raconter de quoi ça parle, mais déjà, le gros point positif, je pense, de la série, c'est qu'elle ne se concentre pas sur un seul sujet, mais sur un lieu, en fait, plutôt. Et donc, Murder Mountain, c'est le surnom qu'on donne à cette petite chaîne de montagnes qu'il y a en Californie, et qui est très connue parce que c'est là où 60% du cannabis est cultivé aux États-Unis. Yeah. Non, bah dis oh. C'est ça. Et en fait, on a donné le nom C'est pas de la Murder tisane qu'il met Mountain. dans sa tisane. Je sais pas si peut-être il est tombé dedans quand il était petit. Murder Mountain, on donne ce surnom à ce lieu puisque, outre le fait que la montagne soit connue pour abriter des plantations de cannabis, elle est aussi connue pour le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur la montagne et qui n'en redescendent jamais. Et on ne retrouve pas forcément leurs cadavres. Yeah. Ça suffit, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est que elle va pas forcément être très putassière comme on va avoir dans pas mal de true crime où on va vraiment parler de plusieurs cas de gens qui sont morts dans des circonstances atroces et tout ça. Non, la série va d'abord s'atteler à raconter toute l'histoire de ces petites villes, enfin c'est tout un groupement de petites villes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'à maintenant pour en arriver à s'appeler la Murder Mountain et que ce soit un phénomène national. Et du coup, on va partir des années 70 où on va nous raconter que, en fait, au début, c'était juste que le coin est hyper joli. Et c'est vrai, hein, on regarde la série, c'est hyper bien filmé. C'est Twin Peaks, en fait. Hein, clairement, niveau décor, c'est ça. Et en fait, c'était les années 70 où les hippies s'étaient en masse installés là pour créer des communautés, uniquement parce que, comme c'est dans un trou paumé, les terrains n'étaient pas chers. Et donc, qui dit hippie, dit on va faire nos cultures nous-mêmes. Et puis, voilà, gros cliché, mais le hippie fume le chichon. Hein, voilà. Donc c'est parti de là, et après ces hippies vont découvrir que finalement le cannabis ça peut rapporter de l'argent, et on va passer des années 70 aux années 80 où
où finalement ils vont un peu se professionnaliser et ramener d'autres graines pour rentabiliser l'affaire. Sauf que l'argent appelle le crime, et c'est à partir de ces années-là où finalement les hippies vont se dire bah non, ça commence à être trop violent, donc nous c'était pas vraiment ce qui nous intéressait à la base, donc on voulait juste être des hippies, hein. Donc ils sont partis, et donc c'est là que les gangs sont arrivés dans la montagne pour faire leur business, et c'est à partir de ce moment-là que les cadavres ont commenccommencé à tomber de la montagne. Et donc on nous raconte toute cette histoire. Chute de cadavres. It's raining men. Donc on nous raconte aussi comment d'abord le cannabis médicinal a été légalisé en Californie, et comment ça a été vu comme la solution pour un peu réglementer tout ça et qu'il y ait moins de criminalité. Finalement, c'était pire. Et depuis quelques années, donc le cannabis récréatif est aussi légalisé. Pareil, comme une réponse pour laisser l'occasion à ceux qui étaient dans l'illégalité de passer du côté clair de la force. Et sauf qu'on nous explique aussi que pour eux, c'est pas possible. En fait, finalement, on leur laisse pas vraiment le choix, parce que même ceux qui veulent devenir légaux, on leur demande $100,000 de taxes pour une petite affaire familiale. Donc clairement, ils n'ont pas les moyens de payer. Donc ils se disent, soit on continue à faire notre affaire sous le radar, et en espérant qu'on ne vienne pas nous foutre le feu à notre baraque, ou alors on fout la clé sous la porte, parce que de toute façon on ne pourra pas survivre, parce qu'ils disent que cette loi elle est passée en fait pour favoriser l'industrie pharmaceutique et déjà les gros groupes qui existent. Donc en fait la série elle parle à la fois de toute cette histoire de la plantation dans le comté, et aussi toutes les incidences socio-économiques que ça va avoir. Et en fil rouge on va quand même avoir ce pourquoi on est venu à la base, hein, quand même, les meurtres, hein, où on va s'intéresser sur Gareth. Gareth, c'est un jeune homme qui venait de je ne sais plus quel coin des États-Unis, et qui, au lieu de monter sa boîte de pêcheur au Mexique avec son père, se dit finalement, en fait, il y a peut-être beaucoup plus d'argent à se faire en Californie à planter du cannabis. Et en fait, c'était ce qui a entraîné beaucoup de morts, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, mais du monde entier, qui ont entendu parler de la bonne affaire et ont fait le voyage jusque là-bas pour à la base être saisonniers, parce que finalement c'est un job comme on va aller faire le maïs l'été, eux ils vont aller cueillir, faire sécher et tailler le canal, l'emballage, tout ça. Et sauf que l'appât du gain fait que souvent ils restent, et ils comprennent trop tard que s'ils veulent vraiment se faire beaucoup d'argent, ça va pas être juste en faisant de la petite culture, quoi, et qu'il va falloir un peu mouiller la chemise et faire des trucs pas très clairs, et qu'ils trouveront toujours un plus gros poisson face à eux qui leur voudra du mal. Et donc on a cette histoire de Gareth où lui qui avait l'habitude d'appeler son père toutes les semaines pour lui dire que ça va bien, il arrête d'appeler, et son père commence à s'inquiéter. Ça va être des gens sur place qui vont appeler son père et lui dire on peut pas vous dire ce qui s'est passé, parce que vraiment il y a une vraiment grosse loi de l'omerta là-bas, parce que si tu commences à parler, ça va se savoir tout de suite, et clairement le lendemain, soit toute ta famille est morte, soit au moins on t'a foutu le feu à toute ta baraque. Donc il dit on peut pas vous dire ce qui s'est passé, mais il est arrivé quelque chose à Gareth, il faut que vous veniez, quoi. Et donc on va avoir cette enquête avec une détective privée qui va être engagée, et vraiment, on découvre tout un autre monde où quand on veut aller sur le terrain de quelqu'un, même les flics sont escortés par des mecs. Vous voyez le gros cliché du gros ricain avec son AK et tout son attirail militaire, qui va vraiment l'escorter pour vérifier que la personne va bien là où elle est supposée aller, qu'il va pas les fouiner dans des plantations, et en même temps il veille qu'il n'y ait pas des autres gens qui viennent leur faire du mal. C'est tout un système, quoi. C'est vraiment une ville dans la ville. Et donc on va arriver du coup de cette affaire à une autre affaire où, comme tout le monde sait tout ce qui se passe, y a des gens qui vont monter une milice et qui vont aller chercher celui qui a tué Gareth, et donc on va finalement dans les derniers épisodes basculer du côté de de toute façon la police est complètement dépassée par tout ce qui se passe, parce que je rappelle c'est une petite bourgade, hein, donc ils n'ont pas forcément des moyens énormes, et finalement ils préfèrent fermer les yeux puisque la loi se fait d'elle-même là-bas, hein, voilà. Donc eux ils veulent pas prendre de risques. Donc en fait à un moment donné le cadavre est retrouvé, mais par des moyens pas très légaux du coup. Je veux dire, un mec s'est fait torturer quand même. Et la police ne veut pas se déplacer parce que c'est sur le terrain de quelqu'un, un terrain privé, qu'il serre les fesses.
Donc voilà, c'est en 6 épisodes, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, 6 épisodes d'à peu près 1 heure. Ça se regarde très très bien. Non, en plus, je dis des bêtises, c'est des épisodes de 40 minutes. Donc ça se regarde très bien et c'est très bien réalisé avec beaucoup d'interviews, avec pour une fois beaucoup de gens sympathiques. Tous ceux qui sont interviewés vraiment, même s'ils font des trucs pas très nets, en fait ils ont vraiment un bon cœur. Enfin, c'est vraiment bon fond. Il y a juste quand ils interviewent les mecs de la police, on voit que c'est une bande de trous du cul vraiment. Mais du coup, ils insistent pas trop dessus et des fois c'est drôle. Vraiment, je crois que c'est la première fois que je regarde une série comme ça qui parle quand même d'un truc très grave et où vraiment j'ai rigolé parce que je spoile pas, mais à un moment donné, enfin ça commence dès le premier épisode, il y a un mec qui témoigne, qui fait visiter sa plantation, mais vraiment à visage couvert. Bah, en plus, avec les moyens du bord, il s'est mis un bandana, des grosses lunettes de soleil, une casquette, les cheveux mis devant la tête et tout. Sauf que juste au moment du tournage, il s'est fait arrêter par la police. Donc du coup, après, ils vont l'interviewer en tôle, mais bah, du coup, à visage découvert, vu qu'il est en tôle. Et donc après, comme le montage n'est pas forcément fait dans l'ordre du tournage, bah, y a des moments où il a visage masqué, des moments où il est visage découvert, parce que bah, il reste qu'une semaine en prison, mais et après, il y a ce dialogue en prison qui dit bon bah voilà, je suis obligée de montrer mon visage, vous m'avez eu. Enfin, c'est marrant. En plus, le mec il raconte qu'avant il était directeur de campagne pour un candidat, il dit pas exactement qui, on saura pas, mais voilà. Enfin, vraiment, il y a des trucs comme ça, il y a des trucs assez hallucinants. Donc, vraiment, je vous le conseille parce que c'est, je pense, le genre d'histoire dont on n'entend pas vraiment parler par chez nous et on apprend beaucoup de choses, ne serait-ce que sur l'histoire des États-Unis. Ok, très bien, très bien. Vraiment 2 salles, 2 ambiances entre Space Force et Murder Mountain, toujours sur Netflix. On va terminer par une 3e recommandation, si c'était toujours ok, Mathieu. Bah ouais. Ouais. Avec London Spy. Exactement. London Spy, c'est une mini-série qui est disponible sur Canal+. Donc déjà, vous pouvez la voir légalement. C'est pas ouf. Et donc c'est 5 épisodes d'1 heure qui ont été diffusés en 2015 à l'origine sur BBC Two. Et c'est un mélange entre une comédie romantique et un thriller très haletant. Un peu le même genre que Killing Eve, etc. Même si dans l'exécution ça n'a absolument rien à voir. Alors qu'est-ce que ça cause ? On rencontre le personnage de Danny, qui est un jeune londonien qui a entre 20 et 30 ans. Il sort de boîte de nuit, il est complètement pété, bourré, il va pas bien. Alors il s'assoit quelques minutes sur les bords de la Tamise. Et là, il y a un jeune homme qui s'arrête à côté de lui et il lui demande si tout va bien. Il lui donne sa petite gourde pour qu'il puisse boire un peu d'eau et il s'en va. Et là, gros coup de foudre. Danny tombe éperdument amoureux de cet homme. Il va essayer de le retrouver, il arrive à le retrouver assez facilement et il s'appelle Alex et tous les deux, ils vont vivre une histoire d'amour incroyable, très romantique, fusionnelle, l'histoire d'amour rêvée. Donc ça sera les 30 premières minutes de la série. Donc là, vous voyez ça, vous dites « Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon !» Ça fait du bien de voir des séries comme ça qui donnent pas la pêche, mais qui sont très poétiques, qui nous bercent un petit peu. Pour vous dire, j'étais intéressé par ces 2 personnages dès la 4e minute. J'avais envie de me marier avec eux et de tomber amoureux et de les suivre jusqu'au bout du monde dès la 8e. Voilà. Un trouble. Voilà. J'ai même pas envie de faire un trouble parce que je serais trop, tellement qu'ils sont trop mignons tous les deux ensemble. Mais voilà, déjà les personnages sont très bien écrits dès le début et très attachants. Sauf que c'est un micro-spoil, mais quand on m'a recommandé cette série, je le savais déjà, ça m'a pas gâché mon plaisir. Alex disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces, sans prendre de bagages. Et Danny est laissé sur le carreau, il sait plus quoi faire. Et il va se mettre en tête d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est son copain, et de mener l'enquête dans les rues de Londres. Voilà. Ça va, même si c'est une mini-série de 5 épisodes, il se passe beaucoup de choses par la suite, donc je ne vous en dévoile pas plus. Pour parler un peu du casting, il y a Ben Whishaw, qu'on adore et qu'on a pu par exemple voir dans James Bond, mais il y a aussi le grand acteur anglais James Broadbent, qu'on a vu dans Game of Thrones, Harry Potter, etc., qui joue Scotty, le meilleur ami de Danny, qui est beaucoup plus âgé que lui. Et tous les deux, ils auront une belle histoire d'amitié. Et c'est pas souvent qu'on voit des histoires d'amitié entre 2 hommes gays d'âge très différents.
ce qui m'a un peu rappelé, c'est pas une amitié, sans spoiler, mais la relation qu'avaient les deux personnages principaux de Forever, qui a été malheureusement annulée beaucoup trop tôt. Et il y a aussi... Cucumber aussi. Ouais. Et il y a aussi Edward Holcroft qui joue Alex qu'on a pu voir dans Kingsman, Harriet Walter qu'on a vu récemment comme Dasha dans Killing Eve, Mark Gatiss de Sherlock ou Charlotte Rampling de Sous le sable Broadchurch. Vraiment un très beau casting presque complètement britannique. Comme vous avez pu le comprendre, c'est une histoire très simple, mais le traitement est particulier et très efficace. Je vais essayer de développer plusieurs aspects pour vous vendre parce que vraiment cette série est formidable, allez la voir. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de défaut, aucun. Déjà, donc ça raconte l'histoire d'un couple de 2 hommes. On pourrait se dire bon, ça sert à rien, mais c'est pas, je sais pas, Elodie, toi qui regardes beaucoup de true crime, moins de séries policières, on est d'accord, mais je pense pas que ça soit souvent déjà mis en avant, ça. Non, clairement pas. Donc déjà, et c'est pas inutile parce que même si ça passe vite au second plan, la police, les médias et les ennemis du héros principal vont utiliser le fait qu'il soit homosexuel et qu'il était avec un homme pour essayer de le discréditer et de lui faire arrêter l'enquête. Donc déjà, le fait qu'il soit homosexuel, c'est totalement dans l'ADN de la série, dans le scénario, c'est un but narratif. Et déjà, c'est cool, la représentation, la diversité. Ensuite, la série, elle développe à travers l'enquête des thématiques très importantes comme le VIH, mais elle est aussi très politique. Elle critique beaucoup la police, le MI5, le MI6, ce que vous voulez. Donc, elle était déjà très ancrée dans le contexte que vivait Londres en 2015. Et elle n'oublie surtout pas d'être divertissante parce que ça reste quand même un thriller et jamais il y a de pause. On est totalement dans le stress, dans le qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Alex. On veut savoir la suite parce que la série est très bien écrite. Faut suivre parce qu'elle va pas nous dire ce qui se passe. Danny va rencontrer beaucoup de personnages, plusieurs personnages du moins, et ces personnages vont lui donner quelques informations, mais on ne sait jamais s'ils disent vraiment la vérité, s'ils sont de son côté. Donc, faut constamment que le spectateur se dise est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il ment, et donc on est totalement impliqué dans l'enquête. Il y a beaucoup de mystères, mais quelque chose que je trouve très intéressant, c'est par exemple, je sais que Olivier, t'as vu Run. Et c'est un genre complètement différent, hein, on est bien d'accord. Mais Run était aussi vendu comme une comédie romantique et un thriller. Sauf que le problème avec Run, c'est que le thriller prenait soit toute la place, soit aucune place. Il n'y avait presque pas d'enjeu. Et on avait du mal à s'attacher au personnage. Là, la série a compris ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle veut aller. Dans le sens où, même si, sans trop en révéler, ça tourne quand même autour d'une enquête policière, d'un gros complot, on veut savoir la vérité, on reste toujours dans l'intimité des 2 héros principaux. Même si on veut savoir la vérité, on veut aussi en apprendre sur leur belle histoire d'amour qu'ils ont eue. Et même dans sa réalisation, la série va travailler ça. Par exemple, on va avoir une scène d'action très intense qui, pendant 10 petites secondes, est coupée par les 2 héros qui s'enlacent. Et on revient à ça. Donc, le personnage principal est toujours très... On peut le penser affaibli, où il veut toujours trouver la vérité, il est impuissant, mais toujours à la recherche de retrouver son copain dans la vérité, de retrouver la vérité, et on veut qu'il le retrouve, son Alex, on veut être avec lui. Et donc, c'est une super belle histoire d'amour avant tout, très attachante, comme on aimerait en vivre plus souvent, avec un mélange très bien dosé de thriller. Et vraiment, je me suis dit, dès le premier épisode, finalement, elle prend une direction assez noire, cette série. Enfin, c'est pas agréable à regarder du tout. Et pourtant, on veut savoir la suite, on veut continuer. Je me suis pas ennuyé pendant une seule seconde. Et la série, même dans sa réalisation, montre des images très lumineuses parfois et très dures, toujours au plus près des personnages possibles. Et ça, c'est beau, c'est une série qui est humaine,
mais qui a beaucoup d'ampleur et qui développe un paysage politique de Londres, parce qu'on reste toujours dans la ville. Et vraiment, j'ai aimé. Elle était dans ma liste de 400 séries à regarder plus tard, depuis des années. Je me suis dit, bon, là, ça y est, je me lance. Elle a été présentée à Série Mania, d'ailleurs, et a reçu un très bon accueil. Et vraiment, je me suis dit, non, ce soir, tu regardes pas un deuxième épisode, tu attends le lendemain. Et je me suis fait ça cette semaine, et c'était vraiment mon rendez-vous du soir. Je voulais savoir la suite. Donc, allez regarder London Spy. C'est disponible sur Canal, et je pense que vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Ok, très bien, donc London Spy. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Je m'entends en double. Ouais, nous aussi, on t'entend en double. Ouais. J'adore ça, hein, mais... Ouais, c'est que je sais pas d'où ça On a vient. 2 fois plus de plaisir à t'entendre. Qui c'est qui a mis le stream en même temps? Ah, je m'entends plus. Ok. Bref. ça devient vraiment très, très, très difficile, cette fin d'épisode. Je suis difficile à écouter, c'est ça? Bah, vous-le. Écoute, moi je n'ai absolument rien dit, donc tu fais ce que tu veux avec. Hein. Non mais franchement... je voulais juste terminer sur un truc pour bien enfoncer le clou sur Space Force. Histoire de vraiment bien enfoncer le clou sur Space Force. Sur Screen Rant, ils ont fait un top 10 des meilleures citations de la série. Je vais pas les faire toutes, mais alors moi il y en a une qui m'a fait énormément rire. C'est celle, je crois que c'est dans le pilote d'ailleurs, ou dans l'épisode 2, qui parle justement de la force que quelqu'un doit avoir pour aller dans l'espace. Et il dit, il faut aller chercher... Il y a donc Chan qui dit, il faut aller chercher quelqu'un qui est dans un sous-marin, parce qu'il faut avoir de la force pour être dans un sous-marin, parce que être enfermé avec... Enfin, sous l'eau, avec l'épée de 100 hommes, il faut vraiment être très très fort. Je trouve... C'est dans l'épisode 2, je crois. C'est l'épisode avec le singe. Ouais, voilà, c'est vraiment au tout début. Ah, non, c'est dans l'épisode 4, c'est dans l'habitat lunaire. Là. Quand justement ils envoient Steve Carell. Oui, parce qu'il fallait trouver quelqu'un de très fort, parce que l'autre il s'est enfui. Effectivement. Donc c'est vraiment au tout début, voilà. Et alors, le Boobs on the Moon, il fait partie de ce top-là. Hein. C'est Boobs on the Moon in 2024. Donc pas 2023, j'ai dit, mais 2024. Actually, he said boobs on the moon, but we believe that to be a typo. Voilà, ça c'est quand même... Je pense que c'est le truc qui va marquer, en fait, la série, ce Boobs on the Moon. Il y a aussi le général Kirk Grabaston, qui est le gars de l'armée de US Air Force, qui voulait être le chef de la Space Force, et en fait, il dit I'm going to reabsorb your budget like the world's most useful tampon. Et ce mec-là, il n'arrête pas de faire des remarques sexistes et machin. D'ailleurs, quelqu'un lui fait la remarque. Et par contre, le dernier, c'est Jane Lynch, qui justement en a marre qu'on lui fasse remarquer qu'elle est une femme. Et alors, elle dit, If you ever acknowledge my gender again, I will fuck you in the ass. Et alors là, c'est... Ok, mais ils sont tous très très loin, et vraiment... Je termine sur l'épisode en disant, regardez Space Force, mais regardez-la réellement. Merci. Et si vous avez déjà vu London Spy, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a plein de vidéos ship de Danny et Alex qui sont incroyables. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Moi, j'ai fait ça pendant 2 heures. Voilà, je dévoile des choses. Mais... Ok. On va dévoiler le mot de la fin aussi. Oui. Voilà. Alors Elodie, le mot de la fin. Chichon. Ok. Olivier. Moon. Attendez la boobs, hein. Un peu, c'est vrai. Mathieu. Gourde. Voilà, j'ai jamais eu autant de pulsions pour une gourde. Enfin, j'en ai jamais eu avant, mais devant London Spy, j'ai adoré voir cette gourde. Donc, voilà. Gourde. Je sais pas quoi penser en fait de ça. Il y a trop d'informations là. Va regarder London Spy et tu comprendras ce que représente cette gourde.
Ouais. Incroyable. Et moi, je terminerai sur boobs. Boobs on the moon, hein. Ça, c'est... Je pense que je vais m'en faire un t-shirt, quoi, vraiment. Ça va être du plus bel effet. S'ils n'ont pas déjà pensé à le faire, justement, le t-shirt Boobs on the moon. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec donc X-Files et Fringe, les pilotes des 2 séries qui sont très très liées. Ce sera donc l'avant-dernier épisode de la saison 5 de Monsieur Seri and Friends. Le dernier sera un épisode un peu plus bilan de saison. Donc n'hésitez pas à venir sur le live pour en discuter, ça nous ferait plaisir. Alors, on y va, je ferme tout. Qui c'est qui ferme derrière moi, hein, en partant? Parce que... la lumière. J'ai pas les clés. T'as pas les clés? Oh, T'as été merde. à la chaudière. Ah, ouais, je sais pas. Enfin, je vais mettre ça comme son de fin. Ça marche plus. Boobs on the moon. Oh, c'est grâce, si. Non, attends, sérieusement, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? C'est bien comme son de fin. Tu veux que je te fasse un jingle à la bouche? Non. Alors je te fais le cri de la bête dans The World Beyond. Oui. Voilà. C'était ça? Refais-le. Bon, on va terminer là-dessus, ça va être n'importe quoi, bref. Allez, merci de nous avoir suivis et quel courage vous avez.